Bienvenue sur Top Invest, la chaîne des tops d'investissement. Ici, on parle essentiellement d'entreprises de qualité. Avons-nous une opportunité d'investissement sur Verallia? C'est la question à laquelle on va essayer de répondre en se basant sur les états financiers de la compagnie. Je rappelle que ceci représente uniquement mon point de vue et non un conseil d'investissement. Et comme d'habitude, je me réserve le droit de me tromper. Alors, Verallia, on en a parlé il y a de cela plus de 90 jours. Elle a publié ses résultats financiers pour le T3 de l'année 2023. Donc, on va commenter ces résultats-là. OK. Et on va essayer de voir si on reste toujours sur la même tendance que précédemment. Je rappelle que Verallia, c'est une entreprise qui nous plaisait ici. Elle a connu une très belle période ici. Mais comme je dis toujours, l'essentiel est de connaître à peu près pourquoi est-ce que cette période-là était très bonne et est-ce que ça va continuer dans le futur. Parce qu'il faut faire attention aux éléments quantitatifs. OK? Quand une entreprise vous présente une opportunité d'investissement, il y a toujours quelque chose derrière. Maintenant, à vous d'aller voir si c'est temporaire ou durable. OK, en lisant les rapports financiers, bien sûr. Parce que personne ne va le faire à votre place. Même si vous regardez des vidéos YouTube de quelqu'un qui a l'impression de l'avoir fait, il faut toujours lire. Vous ne pouvez pas investir sur une compagnie sans lire vos rapports financiers. C'est votre argent. Alors, vous devez faire le travail nécessaire derrière. D'accord? Donc, on y va directement ici. Je vais prendre un article ici du journal Investir. C'est juste pour aller très rapidement. D'accord? Parce que si vous voulez faire une analyse d'une compagnie, d'accord, surtout une que vous possédez ou bien une que vous avez envie d'acheter dans le futur, il faut lire les rapports financiers, écouter les conférences call. OK? So, Verallia a perdu jusqu'à 12% ici. On dit ici les analystes troublés par les perspectives de fin d'année. Donc ça, c'est un article ici qui date, je pense, bien ça date ici du 20 du mois d'octobre. Ça ne change pas grand-chose parce que ça prend en considération les résultats précédents. Donc à chaque séance, sa valeur qui chute à chaque séance, sa valeur qui chute en bourse. Enfin, déjà, il faut qu'on s'arrête là. Ce n'est pas sa valeur qui chute. D'accord? C'est la capitalisation boursière. D'accord? Il faut faire la différence entre le prix et la valeur. Le prix et la valeur. Le prix et la valeur. C'est deux concepts totalement différents. Il faut que ça rentre bien dans vos têtes. La valeur, la valeur est très différente de la capitalisation boursière. Vous pouvez avoir une capitalisation boursière à 100 alors que la valeur est de 10. Vous pouvez avoir une capitalisation boursière à 100 alors que la valeur est de 500. N'oubliez jamais ça. OK? Donc, à chaque séance, sa valeur chute en bourse. Après Renault ou Technip Énergie jeudi, c'est au tour vendredi de Verallia de s'attirer les foudres du marché. Le titre du fabricant de pots et de bouteilles en verre, ancienne filiale de Saint-Gobain, a dévissé de 12,5% à 30 €. Dans les tout premiers échanges, bon, ça c'est pas intéressant, on s'en fout. Donc, la raison, un mix prix versus volume. Alors, on regarde ici. Les investisseurs sont dubitatifs, de même que les analystes financiers qui tantôt jugent les performances du troisième trimestre en ligne, tantôt les qualifient d'inférieurs aux attentes. Ce qui est sûr, c'est que Verallia a profité au cours des 3 derniers mois d'un effet mix prix toujours favorable qui a compensé le recul des volumes. Si vous remarquez bien les résultats précédents, pour quelqu'un qui s'intéresse à Verallia, vous allez remarquer qu'on a eu un effet prix très positif, pourtant les volumes étaient au ralenti. Pourquoi est-ce qu'on a eu un effet prix positif? C'est la question la plus importante. Peut-être parce que la demande était très élevée également et on pouvait augmenter ces prix-là. L'essentiel maintenant, c'est est-ce qu'on peut maintenir ce niveau de prix? Et Verallia exerce dans quel secteur d'activité? L'emballage. C'est le secteur d'activité de Verallia. C'est l'emballage. Le verre ici, c'est un emballage. D'accord? C'est de l'emballage. Et si vous vous rappelez bien, j'ai fait une analyse sectorielle que je vous ai présenté ici sur le marché de l'emballage, même si c'était une vidéo qui était axée US ici, qu'on s'entende bien, une compagnie US dans le secteur de l'emballage ici, il y a de grandes chances qu'elle soit également mondialement connue, donc il y a de grandes chances que ça touche une compagnie comme Verallia. Et dans le secteur de l'emballage, on a pris l'exemple ici du papier et du plastique. OK, notamment l'opportunité dans le plastique en date d'aujourd'hui, malgré le fait qu'on soit à peu près qu'on ait à peu près moins de plastique dans les commerces. Mais il faut voir que dans le segment du plastique, il y aura également des entreprises qui vont avoir tendance à bien performer. Vous imaginez des perfusions dans des boîtes en carton, dans des contenants en carton. Donc, c'est-à-dire que dans le secteur médical, ça va avoir tendance à bien se comporter dans d'autres segments également. Donc, c'est pour ça que quand un segment d'activité est au ralenti, notamment parce que tout ce qui concerne les normes ESG, etc., ça ne veut pas dire que tout le monde va mourir. D'accord? Faites très attention. Et
quand on a pris également le carton, tout ce qui va dans le e-commerce, etc., c'est très bon pour le carton. Mais également, on s'est rendu compte d'une chose, c'est que même sur les deux actifs, surtout pour le carton ici, les stocks sont très élevés. Donc, au niveau de nos clients finaux ici, les stocks sont très élevés. Donc, il va y avoir une période de déstockage. Et quand il y a une période de déstockage, il y aura un ralentissement dans le secteur. Et c'est le secteur de l'emballage. Et vous allez voir que je ne suis pas très étonné qu'on entende la même chanson sur Veralia. Parce que si vous regardez bien les résultats financiers de Ball Corporation, qui fait à peu près des contenants je pense bien ici, c'est en aluminium, vous allez vous rendre compte qu'il vous parle déjà, au deuxième trimestre, on vous parle déjà d'un effet stock très élevé. OK? Donc, il va avoir tendance à avoir un ralentissement. Ça, je dis souvent que quand vous lisez sur une compagnie en particulier, ça peut être Veralia. Mais si vous lisez sur Veralia, vous n'avez pas le choix que de lire sur OE Glass, une compagnie qui est une compagnie ici américaine. Donc, vous n'avez pas le choix de lire sur cette compagnie-ci, OE Glass. Vous n'avez pas le choix de lire sur, comment on appelle ça, Vidrala, qui est une compagnie européenne, très belle entreprise également, qui mérite d'avoir une place dans n'importe quelle watchlist, peut-être même intéressante au prix actuel. Donc, vous devez lire sur ces entités-là qui sont des concurrents à Veralia. D'accord? Vous devez lire sur les concurrents. Je rappelle toujours la même chose ici, c'est la même chose avec Concentrix et Téléperformance. Si Téléperformance vous intéresse, vous devez lire sur Concentrix, qui publie généralement des résultats en avance par rapport à Téléperformance. Elle a déjà publié, je pense, son 3e ou son 2e trimestre ici, alors que Téléperformance ne l'a pas encore fait. Donc, il faut prendre les devants. C'est pour ça qu'il est important de connaître qui sont nos compétiteurs et sur quel segment d'activité d'ailleurs. Vous allez voir par exemple une compagnie comme Ball Corporation, il y a un segment ici qui est dans le secteur de l'aérospatial, ou la défense et l'aérospatial, l'aéronautique, on peut le dire comme ça. D'accord? Donc, elle a un segment d'activité, je pense que c'est 14% de son CA ici, qu'elle est en train de revendre d'ailleurs. OK? Pourtant, quand vous allez l'analyser, vous devez l'analyser comme une compagnie dans le segment du packaging. OK? Que ce soit packaging, emballage ici, c'est la même chose. Hein. OK? C'est juste le terme en anglais ici. Vous devez faire le travail nécessaire. Je le répète toujours ici parce que les gens pensent que analyser une compagnie, c'est venir s'asseoir, regarder les éléments quantitatifs uniquement. Non. Le quantitatif, c'est une page, c'est une partie. Le qualitatif, c'est également une partie. Les deux sont très importants. Vous ne pouvez pas parler de qualitatif sans parler de quantitatif. Vous pouvez avoir une belle entreprise qui vous donne qui vous promet monts et merveilles, mais s'il n'y a pas les chiffres qui suivent derrière, il n'y a rien. D'accord? Donc, juste pour vous mentionner que j'ai parlé du segment de l'emballage ici il y a quelques temps, notamment pour ceux qui sont dans la top newsletter qui est gratuite, où on partage également des analyses sectorielles. Ça date du 6 du mois d'octobre. OK, le truc est là. Je pense qu'on a fait une vidéo également dessus. Donc, n'hésitez pas à aller vous abonner sur la top newsletter. Et je pense également qu'il y aura un suivi par rapport à ce secteur d'activité-ci. D'accord? Donc, c'est un suivi un peu plus général. Mais ces entités-ci vendent à qui? On vend à qui? Première question. Si vous savez à qui on vend nos produits, si nos clients finaux sont en plein ralentissement, on aura tendance à ralentir. Mais ce qui devrait vous intéresser plutôt, c'est le grand tableau, donc le big picture, d'accord? On regarde ça comme ça, on se dit, OK, actuellement, au niveau des parts de marché, nous sommes à combien? Quelle est la stratégie du management derrière ces parts de marché-là? Est-ce qu'on va avoir tendance à faire des fusions et acquisitions? Dans le segment de l'emballage, il y a beaucoup de fusions et acquisitions. Il y en a énormément. Je pense que Westrock et Smurfit Kappa, qui est une compagnie européenne, je pense même que vous aurez l'occasion, par exemple, de racheter du Smurfit Kappa dans vos PEA. C'est deux entités qui sont sous-évaluées aujourd'hui, qui exercent dans des secteurs pas très sexy, mais c'est des secteurs indispensables. Vous avez besoin de contenants, qu'importe le produit que vous allez acheter dans les supermarchés. D'accord? Donc, s'il y a consolidation dans ce segment-là, c'est-à-dire qu'on va avoir une maîtrise ici au niveau des coûts de production et surtout au niveau du prix final. OK? Malheureusement, pour une entreprise comme Veralia, réduire la production pour faire face au déstockage, ici, ce n'est pas aussi évident. Elle n'a pas le choix que de continuer à produire parce qu'une usine, en fait, ça ne s'arrête pas juste comme ça. Non, non, non. C'est très difficile de redémarrer une usine parfois. C'est pour ça qu'on aura tendance ici à ne pas l'arrêter, même quand la demande ne suit pas. OK? Bref, je vais revenir pour ceux qui, comme je l'ai dit, le lien est dans la description de la vidéo pour
la top newsletter gratuite. Donc, vous pouvez aller retrouver cet article 6, OK, qui a été partagé le 10 du mois d'octobre. Alors, je reviens sur notre vidéo concernant Verallia. Donc, ce qui est sûr, c'est que Verallia a profité au cours des 3 derniers mois d'un effet prix mix toujours favorable qui a compensé le recul des volumes. Ces derniers souffrent d'une demande affaiblie de mouvements de déstockage en Europe du Nord et de l'Est. Si les vins pétillants et les boissons non alcoolisées ont bien résisté, ce n'est pas le cas de conditionnement pour la bière en Allemagne. Au final, le chiffre d'affaires de Verallia sur la période allant de juillet à septembre est ressorti à 931,8 millions d'euros en hausse de 6% sur un an en données publiées et 11,3% en comparable, ce qui reflète un ralentissement par rapport au deuxième trimestre de l'année précédente, par rapport au deuxième trimestre ici à 23,4% et plus encore par rapport au premier, 34,7%. Ralentissement, mais croissance est là. Et n'oubliez pas que quand on voit ces deux chiffres, ceci, c'est exceptionnel. C'est exceptionnel. Et vous pouvez le voir ici parce que, en fait, Verallia arrive en bourse sur une période très particulière. Si vous regardez bien, Verallia a été spin-off ici, je pense, Verallia. On a spin-off cette compagnie ici aux alentours ici de 2020, si je ne me trompe pas. C'était en pleine pandémie. Et vu que la demande était élevée pour certains produits ici, il fallait également que les emballages suivent. OK, donc certains de nos clients ont commandé énormément de produits en avance. Et vu qu'il y avait également des retards dans la chaîne d'approvisionnement, c'était tout bénéfice pour nous. On avait également tendance à augmenter les prix. Vous voyez que cette période-ci est exceptionnelle. On aura tendance à penser que ça va durer. OK? Et quand vous prenez Vidrala, ou je pense que c'est Vidrala, on va le dire comme ça, elle a un historique un peu plus élevé. Il y a un peu plus d'historique ici au niveau de Vidrala. Et vous constatez ici que cette période-ci, entre 2022 et 2023, peut-être qu'ils ne sont pas situés également sur les mêmes marchés finaux. Faites attention. Peut-être que la demande ici, vous constatez ici que 2022 et 2023, c'est exceptionnel. On a presque plus de 50% de ce qu'on avait en moyenne ici. Est-ce qu'on va revenir sur la moyenne ou bien on va continuer à ce niveau? C'est la grosse question si je suis intéressé par cette compagnie. Si on revient à ces niveaux-ci, Vidrala, par exemple, est correctement évalué. Ça, si je ne prends pas en considération la dette, bien sûr. Mais si on a des niveaux un peu plus élevés dans le futur, Vidrala est sous-évalué. Très sous-évalué, je dirais même. OK? Donc, tout dépend du maintien des marges. C'est pour ça qu'on cherche avant tout la stabilité. Et je vais regarder ici si elle n'a pas eu tendance à faire une acquisition. Je sais qu'on est là pour parler de Verallia, mais j'essaie de vous donner à peu près toutes des pistes à suivre ici lors de vos recherches. OK? Est-ce qu'on a fait une acquisition? Je ne pense pas que cette acquisition-là, je ne pense pas que c'est cette acquisition qui ait produit cette grosse variation aussi. Quoique c'est quand même, voilà, ça date de 2007. Bref, revenons à notre analyse. Donc, quand vous regardez Vidrala, vous voyez également qu'elle a connu une période exceptionnelle. Est-ce que c'est durable? D'accord? Et vous ne pouvez pas avoir les réponses sans écouter les conférences call de Verallia, de Oiglas, de Vidrala. Ça fait 3 heures à peu près. Oh, vous allez me dire ici que c'est trop long. Si vous ne voulez pas mettre le temps, si vous n'avez pas de temps, n'achetez jamais des actions individuelles. Allez acheter des ETF. OK? Allez acheter des ETF. Parce que certains se posent la question, oui, mais Verallia est sous-évalué. Pourquoi est-ce que ça ne fait que baisser? Il faut s'intéresser au secteur. Ce n'est pas pour rien que je vous donne gratuitement la top newsletter. Et je parle uniquement d'analyse sectorielle. Je ne viens pas vous raconter ma vie. D'accord? Ou bien pourquoi est-ce que tu devrais acheter ci ou ça? Non, non. Parce que je sais que l'analyse sectorielle ici, c'est très important quand tu vas acheter une quelconque compagnie. OK? Si je lis sur une entité, je vous partage mon avis sur le secteur en question. OK? Et ça ne veut pas dire, parce qu'on aura toujours une vue nord-américaine ici, ça ne veut pas forcément dire que ça ne touche pas les compagnies européennes. Au contraire, les compagnies nord-américaines sont internationales. Donc, je m'intéresse à la tête du wagon, même si la Chine également a des entités internationales et la France également a des entités leaders dans leur activité. OK? Donc, on continue ici. Au final, chiffre d'affaires, donné. OK. Donc, hors Argentine, la croissance organique au 3e trimestre sort à 4,9% en ligne avec les déclarations du management qui indiquent continuer de bénéficier de l'effet mix prix favorable en Europe en parallèle d'un recul des volumes vendus dans toutes les régions de l'Europe. Comme je pense que vous avez souvent entendu dire, enfin, quand je fais des analyses sur des compagnies qui ont généralement ici un effet volume négatif, je vous demande tout de faire attention. OK?
faut faire attention. C'est bien quand on a les deux dans le même sens, mais quand les volumes commencent à diminuer, il faut faire attention. Donc, indique ici l'analyste d'Invest Security. À 256 millions, l'excédent brut d'exploitation ajusté a augmenté de 11,9% sur un an, extériorisant une marge de 27,5% contre 30,8% au premier semestre. Cela traduit une excellente résilience malgré le repli des volumes et l'effet change défavorable, estime de son côté le cabinet Odo de BHF. Donc la performance se compare à une marge de 25% ici. Oh, vous voyez, on parle de Vidralia directement. Ça tombe très bien. Et je vous ai dit, c'est important. Comparez les marges de Verallia, comparez les marges de Vidralia qui est là depuis très longtemps. Même si on n'est pas sur les mêmes segments finaux ici, si Verallia a des marges bien plus élevées ici, il faut faire attention. Mettez-les à peu près sur les marges ici de Vidralia et essayez de voir si on a à peu près, si l'entreprise reste toujours sous-évaluée. Or, si on a des marges exceptionnelles en date d'aujourd'hui, parce qu'il n'y a pas assez d'historique pour Verallia, sauf si vous rentrez dans les rapports financiers ici de Saint-Gobain, ok, je ne dis pas que vous allez vous rendre compte de quoi que ce soit, mais vous ne pouvez pas extrapoler ça dans le futur. Ok? Je ne dis pas qu'ils ne vont pas maintenir leur marge, mais il faut faire attention. Ça vous donne déjà ici, au moins vous savez que ici, les marges actuelles ne sont peut-être pas tenables. Et si on revient à une certaine moyenne ici, c'est peut-être pas si mauvais du côté de Verallia. Ce n'est pas parce qu'ils ont fait un mauvais travail, c'est juste qu'ils reviennent à la moyenne du secteur. Et c'est déjà bien d'être au niveau de la moyenne du secteur plutôt qu'en dessous de la moyenne du secteur. Pour les entités qui font à peu près la même chose. Parce que dans un secteur d'activité, si on prend le secteur de l'emballage, tout le monde n'aura pas forcément les mêmes marges ici, même si les marges moyennes sont peut-être. Si on a des marges à 10% ici moyennes, il y a des entreprises qui auront plus de 10% et d'autres moins de 10%. Pourtant, elles ne font pas exactement la même chose de la même façon. D'accord? C'est un peu comme vous allez voir Air Liquide, Air Product et j'oublie l'autre compagnie dans le même secteur. Vous allez voir que Air Liquide a les marges les moins élevées de son secteur d'activité. Enfin, par rapport à ses concurrents. Très loin même d'ailleurs. Est-ce que Air Liquide ne fait pas la même chose de la même façon? Il faut essayer d'aller voir ça. Ou bien il y a une opportunité d'augmentation des marges. Deuxième question. Donc, moins enthousiaste, l'analyse de Citi James Perry souligne que l'EBITDA est de 5% en deçà du consensus et que les ventes marquent un écart de 7% avec les attentes. Il déplore aussi la formulation d'objectifs annuels. De fait, en juillet, Verallia a anticipé un EBITDA ici compris entre 1,1 et 1,25 milliards d'euros, assorti d'une croissance de ses revenus supérieure à 20%. Exit cette dernière prévision dans le communiqué de presse publié jeudi soir. Quant à l'EBITDA, il est attendu à au-delà de 1,1 milliard d'euros, mais le haut de la fourchette prévision a disparu. Donc parfois également, c'est une bonne chose ici qu'il le remarque, enfin qu'on fasse la remarque de ce genre de cette situation-là, c'est parce que quand une entreprise ici ne vous donne plus les... Enfin, ils n'ont pas mentionné que nos prévisions, le haut de la fourchette, on ne s'attend plus à 1,2, 1,25. On vous dit ici qu'on s'attend à quelque chose au-delà de 1,1. Mais on ne met plus la fourchette haute. Ça veut dire ici qu'ils ne sont plus confiants. Il faut souvent regarder à peu près, il faut comparer les communiqués de presse. D'accord? Parce que ces éléments-là, on ne sort pas un communiqué de presse comme ça un matin sans toutefois le relire et le comparer à celui qu'on a eu précédemment. Parce qu'on sait que ça peut avoir un effet négatif sur les marchés. Ok, donc il faut souvent aller regarder ce qu'on a mentionné précédemment et voir ce qu'on a en date d'aujourd'hui. Alors, qu'est-ce que moi je pourrais dire ici par rapport à Verallia? C'est tout à fait normal qu'on ait un ralentissement, surtout si on a connu une période exceptionnelle. Maintenant, posez-vous la question de savoir, est-ce que le verre a de l'avenir? Est-ce que les segments qu'on sert ici aujourd'hui, on est où précisément? Par exemple, dans le secteur ici des vins et spiritueux, secteur, un truc comme ça, c'est un segment défensif. Il aura tendance à bien se comporter, même en période difficile. Ok, mais maintenant, si nos clients ont commandé énormément de produits, il y aura un ralentissement temporaire. Ok, dans les segments ici qui sont plus cycliques, si on est dans certains segments plus cycliques, par exemple, on aura tendance à avoir un certain ralentissement. Ok, donc il faudrait aller voir à peu près où est-ce que se situe Verallia. Mais dans l'ensemble, ici, je pense que Verallia reste sous-évalué en date d'aujourd'hui. Ok, si on se situe juste à, voilà, c'est une entité. Si on est à 25% de marge ici, et je vais me faire quelque chose ici, on va prendre Vidralia, on va la comparer ici, on va essayer d'appliquer les marges de Vidralia à
à Veralia. OK? On a ici net income, free cash flow. Est-ce que les deux parlent le même langage ici? Oui, généralement. Donc, on va essayer de regarder les marges net income ici, les marges bénéfices net. Voilà, une fois. Un like, un abonnement, un commentaire, ça fait toujours plaisir, d'accord? Donc, n'oubliez pas également la top newsletter en description de la vidéo. Donc, vous avez ici des marges de 11%. Vous constatez bien qu'on a une période exceptionnelle ici. Le problème, c'est de savoir si ça va durer ou pas. OK? Donc, si on revient à des marges de 11%, ça ne dérange pas, c'est la moyenne. OK? Donc, si on prend les 20 dernières années, on a à peu près du 10,8%. 10 dernières années, on a à peu près du 11%. Donc, si je prends même 11%, je suis assez gentil. Faites attention. OK? Donc, je vais l'appliquer à 11% ici. De toute façon, je prends toujours en considération la dette. Et je vais revenir sur Veralia. OK? On va voir quelles sont les marges de Veralia en date d'aujourd'hui. Alors, Veralia produit quoi en termes de marge? Ici, on a des marges de 12%. Son concurrent direct ici à 11%. Je pense, d'accord? Donc, ça ne vaut même pas la peine d'aller regarder Oi parce que c'est une compagnie extrêmement mal gérée. Donc, on va faire ici 11%. Veralia, on prend le revenu sur les 12 derniers mois. Pourtant, on aurait dû prendre ici, voilà, on aurait dû extrapoler ça. Mais je vais déjà me dire une chose. Si les revenus actuels sont durables, c'est-à-dire qu'on les maintienne au moins sur les 5 prochaines années, c'est déjà une bonne chose pour moi. 11% de marge. OK? C'est un business qui aura tendance à changer entre 15 et 17 fois les bénéfices. Je vais mettre 15 fois les bénéfices. On arrive à combien? 6 milliards 369. Elle a une dette nette en date d'aujourd'hui de combien? Donc, c'est la dette nette ici. OK. On a à peu près 1 milliard 430. Ça, il faudrait également aller vérifier. Ça ne prend pas en considération ici les loyers, etc. Donc, ça fait 5 milliards à peu près, divisé par le nombre d'actions. Et j'ai appliqué les marges de Veralia. Et Veralia a des marges bien plus élevées en date d'aujourd'hui. OK? Mais j'ai également appliqué j'ai également pris comme hypothèse le fait qu'on maintienne des marges, des revenus de 3 milliards 860 au moins. OK? Donc, ça nous donne ici à peu près 42 euros l'action par là. OK? Si on les prend également ici, ce qui serait intéressant par rapport au prix actuel, si on les prend également ici par rapport à, on va mettre ici 425 ici, par rapport à la capitalisation boursière actuelle, quel est le rendement sur coût? Ce n'est pas le yield on cost, hein. Enfin, le rendement des bénéfices nets ici, potentiel, par rapport à ce prix-ci, c'est 11%. Et cette entreprise a tendance à se changer entre, quand vous prenez 15 fois les bénéfices, 15 fois les bénéfices, c'est combien? 15 fois les bénéfices, c'est un rendement de 6,6%. Entre 6,6% et combien? Si on prend 17 fois les bénéfices, c'est un rendement de combien ici? 5,6%, 66%. Donc, on va se dire entre 6 et 7%, c'est ce que le marché paye généralement, demande généralement. D'accord? Alors qu'ici, on vous propose ça à 11%. Donc, on a quelque chose d'assez intéressant. Ça, on prend en considération la dette, bien sûr, parce que le marché ne prend pas en considération la dette. OK? Évidemment, si Veralia décide de payer un dividende ici, elle a les moyens de le faire, parce qu'elle peut vous reverser du 11% aujourd'hui. D'accord? Je pense bien qu'elle le fait. Donc, si elle décide de ne pas le faire également, elle peut repayer la dette ici. En 3 ans, elle a à peu près le potentiel ici de payer à peu près, disons, 1 milliard par là. Entre 600 et 1 milliard par là, si on prend la moitié de ce qu'elle verse aujourd'hui. D'accord? Pour moi, Veralia reste une entreprise intéressante au prix actuel. D'accord? Donc, pour ceux qui veulent aller plus loin, n'oubliez pas, l'analyse sur le segment de l'emballage est disponible sur la chaîne Top Invest. On en a parlé sur cette vidéo aussi. Comme d'habitude, ce sont le type de vidéo qui n'est pas souvent très, très vu. Mais pourtant, c'est le type de vidéo que moi j'adore parce que je prends du temps, je prends la peine d'aller lire mes rapports financiers, même si l'entité ne m'intéresse pas, mais j'aime bien les analyses sectorielles. Ça me permet d'avoir une vue d'ensemble sur certaines activités ici. Parce que je sais une chose, c'est que quand tu vas t'intéresser à une entreprise, tu dois avoir un avis sur son secteur d'activité. OK? Je n'ai pas lu sur Veralia particulièrement, mais je sais que c'est un business qui se comporte très très bien. OK? N'allez pas juste l'acheter parce que les PER sont bas, etc. Ça, on s'en fout en fait. À long terme, parce que quand vous aurez des variations pareil, vous allez vous poser les vraies questions. Enfin, si vous savez quelles questions il faut se poser. Bien sûr. Donc, Veralia, c'est une entreprise qui reste sous-évaluée, selon moi, et qui a également de belles perspectives d'avenir, et qui est bien située ici dans la chaîne de valeur concernant ici le segment du packaging. Un like, un abonnement, un commentaire, ça fait toujours plaisir. D'accord? On ne sera pas forcément d'accord et ce n'est pas plus grave que ça. OK? Parce que je me réserve toujours le droit de me tromper. Mais si vous avez un avis contraire, prenez la peine au moins de lire vos rapports financiers avant d'émettre un avis contraire. OK? C'est une bonne chose.
Donc, on se dit à bientôt. Merci.